On peut attaquer le nouvel ordre mondial, pas frontalement, parce que c'est trop gros, mais on peut l'attaquer par la périphérie arabe. Et là, à la périphérie arabe, Israël est un point faible. Les sionistes, ils viennent de créer une nation israélienne, c'est bon, d'accord. Si demain, ils n'en ont pas besoin, ils la laisseront tomber, ils refont autre chose ailleurs. Ils ont infiltré le judaïsme, comme ils sont en train d'infiltrer l'islam, parce qu'aujourd'hui, certaines pratiques ou certains groupes religieux musulmans, par exemple que je qualifierais de wahhabites, vont exactement dans le sens des sionistes. Que le malheur des uns pourrait faire le bonheur des autres. En tout cas, les bombardements sur la bande de Gaza attisent la curiosité. Ces résidents israéliens ont organisé une journée pique-nique, destination 7 collines avec vue plongeante sur les territoires bombardés. Je suis venu voir Gaza, les attaques aériennes, voir nos avions, pour me divertir un peu en ce jour de Shabbat. On voulait être avec nos compatriotes qui vivent près de Gaza. On voulait voir les attaques et tout ce qui se passe ici. I don't write about Jews, the people. I don't write about Judaism. I try to understand what Jewish identity politics is, how Jewish lobbies operate, what is the ideological, the spiritual, and the cultural impetus behind those lobbies, behind those political activity. I do believe that Jewish identity politics is very, very dangerous for world peace, probably the most dangerous political discourse. And I also think that Jewish identity politics is very, very dangerous for Jews themselves. And I would expect Jews to understand it by now, after suffering for so many times. But apparently they don't, and this is part of the problem. Of course, some Jews do understand it. I and my colleagues are part of what we call authentic Orthodox Judaism, and we feel, more than we feel, we know that, as you mentioned earlier, Zionism is a danger. It's a danger for the world. It's a danger for the Jewish people. It misrepresents Judaism. It brings a blot or stain on the name of Judaism. It also causes terrible danger immediately. I mean, look how many thousands of people have died in Palestine. And so our purpose in coming out to any of these events is to stress, to bring home to people the complete difference, the complete incompatibility of Zionism and Judaism. And we would hope that the world will not blame Jews and Judaism for the wrongdoings of the Zionists and Zionism. Jews demonstrate constantly. There's tens and hundreds of thousands of Jews. Whether you go to Palestine, whether you will go to New York, this is in Palestine, or if you go to any very religious community, here, this is in Washington, D.C., when the president, when Netanyahu came to visit President Obama by the White House, you see tens and tens of thousands of Jews. This is in Jerusalem. This is in, and you can see in Manhattan. This is in Manhattan. So you see that all the religious communities around the world, we have in London and wherever there's a very religious community, because they know their religion, they will stand in total opposition to Zionism.
This is in London. This is the way it is. But unfortunately, in Palestine, the Jews do stand up, but they get brutally beaten. And we can show the pictures of the brutality of the Zionists against the religious Jews, that there's an ongoing phenomenon. Whenever they demonstrate, they stand with guns. The Jews are our people are non-militant, we don't have arms, and yet the Zionists come and murder. They beat brutally, they arrest the Jews when they're demonstrating, as you can see these pictures. So this is a happening that is an ongoing thing, and they intimidate. Jews are afraid to speak up because they see that how their brethren are brutally beaten, when they just simply speak up and say, we do not accept the state of Israel, we do not accept what they're doing to the Palestinian people. I mean, in terms of what's going on now, what's your assessment of what Israel is doing in Gaza? I can answer you with 2 words: a war crime. My government is now engaged in a massive war crime, killing hundreds of innocents. It's not just a war crime against the Palestinians, it's a crime against the Israeli people. And on behalf of thousands of Israelis that are demonstrating right now in the streets of Tel Aviv, in Jerusalem, and in many other places, with Palestinians, with internationals, people from all kind of background and all parts of the Israeli society are completely ashamed and against this crazy assault. We know that you cannot kill, as Jewish people, we know that you cannot kill the desire of people to be free. Est-ce que le sionisme est un des enjeux majeurs pour comprendre notre époque, ou est-ce une question secondaire? Ça dépend ce qu'on entend par le mot sionisme. Si les gens croient que le sionisme, c'est simplement le problème d'avoir un État illégitime qui occupe la Palestine, alors on pourrait dire, au fond, c'est vraiment un problème de la Palestine. Le reste du monde n'est pas concerné. Si on pense que c'est juste ça, voilà, bon, on peut avoir de la compassion pour les malheureuses victimes palestiniennes, mais on ne se sent pas concerné. Parce que c'est une question extérieure très loin, voilà, oui. Ne pas concerne notre vie. Bon. Peut-être si on élargit un peu déjà la question, en disant oui, mais alors c'est curieux quand même, parce que ce problème en Palestine devrait avoir une solution juridique, il y a un droit international, tout ça, et depuis plus de 60 ans, il y a un veto systématique à l'ONU dès qu'on aborde l'application du droit international à cet endroit-là. Ce qui fait que, en fait, les Palestiniens sont le seul peuple au monde qui ne peuvent avoir aucun espoir dans le droit international. On leur refuse l'application du droit international. Et dès lors, là, il y a quelque chose qui nous concerne tous, puisqu'il y a une zone de non-droit. Moi, je veux relayer la pensée forte de mes amis israéliens Mikado, Michel Warshawski, Amira Haas, Gideon Lévy, qui disent le gouvernement intérimaire israélien actuel ne veut pas la paix. Et c'est ça qui est grave, car s'il voulait la paix, il négocierait avec le Hamas facilement. Le Hamas serait tout disposé à revenir simplement aux frontières de 1967. Il l'a dit à des interlocuteurs nombreux. Mais les Israéliens n'ont pas d'intérêt réel pour la paix. Ils veulent garder les colonies, ils veulent garder l'occupation. C'est ça qui est contraire au droit international, aux conventions de Genève. Moi, je suis un défenseur acharné du droit international qui est bafoué par Israël, au point maintenant, après ce qui se passe à Gaza, de pouvoir être traité par des hauts fonctionnaires internationaux comme criminels de guerre. My philosophy is very simple. Israel is the Jewish state. It defines itself as the Jewish state. Its airplanes are decorated with Jewish symbols. Those airplanes throw bombs on Palestinians, innocent civilians. This means
that we are entitled to ask, what does it mean? What is the Jewish state? What is Jewishness? What is Judaism? Who are the Jews? And of course, the Jews that returned, so-called, returned to their homeland were not exactly the same Jews who were expelled from their homeland, right? Because these were expelled a couple of thousand years before that. These were not their descendants either, because this has been a very long time. So these are people, the people that actually came back, so to speak, are people that claim some kind of a heritage, some kind of a connection, a relationship to the ancient Hebrews. And they claimed that they had the right to return to their homeland, and this is what Zionism was about, and this was accepted by the world as the right. They had the right to return. Now, if we talk about the right of return of one nation, you'd expect that there would be, if we accept it as a principle, then you'd expect that we'd accept it in general, across the board. Yet when people talk about the right of return of Palestinians to their homeland, suddenly a red line comes up and everybody says, no, we can't talk about the right of return of the Palestinians. It is very clear that Jews do not form a racial continuum. Yes. I was asked about it, about this issue yesterday in a talk here in Basel. They are not forming a racial continuum, but culturally they certainly form a racist attitude. Jewish people are not a race, but Jewishness is racist. And this is the issue. Dans mon premier lieu, j'ai essayé de déconstruire l'essentialisme juif, la vision ahistorique, parfois complètement fausse, de la destin des Juifs dans l'histoire, dans un but précis, oui, j'admets, de construire l'essentialisme pour reculer le racisme en grandissant en Israël. Mais je n'ai pas pensé dans le premier livre de développer l'idée, est-ce que les Juifs ont le droit ou pas le droit sur la terre de Palestine, parce que j'ai jamais pensé que les Juifs ont un droit sur cette terre, même comme j'étais sûr que les Juifs ont été exilés il y a 2000 ans, errer dans le monde et après on fait un U-turn, retourner en Palestine. J'ai pensé, j'ai cru il y a 10 ans encore de cette mythe légendaire. Mais je n'ai pas pensé, même en affirmant autrefois qu'il y a un peuple juif et tout ça, je n'ai pas pensé qu'après 2000 ans, quelqu'un a le droit d'une terre qui il est parti, exilé, etc. Parce que si on veut arranger le monde comme c'était il y a 2000 ans, ça devient une maison de fous, une vraie maison de fous. Rachid Ben Aïssa, comme on dit, je suis intellectuel algérien, je suis prof et j'ai travaillé pour l'UNESCO 25 ans. Vous savez, le seul pays où on en trouve des juifs qui parlent encore hébreu correctement, c'est au Yémen. Alors, je suis allé les chercher parce que je suis un linguiste qui travaille sur les langues et j'ai fait de l'hébreu à l'Institut des langues zo. Sauf que les profs qui m'enseignent l'hébreu, ils l'enseignent avec des accents allemands, etc. Ils ne sont pas capables de prononcer les lettres sémitique, l'alphabet sémitique, le ha, le ka, le kha. Alors pour dire Hamas, on va dire Hamas. Pour dire Baruch, avec K, on va dire Baruch. Voilà. Alors qu'on dit Mubarak et Baraka. Donc là-bas, j'ai trouvé des juifs arabes, ne pas confondre, voilà, le mythe. Il y a des juifs arabes, il y a des juifs berbères, comme il y a des chrétiens arabes, des chrétiens berbères. Le juif n'est pas une ethnie, on ne naît pas d'une mère juive. Le juif, c'est une religion. Il y a des arabes qui ont été juifs, il y a qui sont devenus chrétiens, qui sont devenus musulmans. Et ces arabes du Yémen, ces arabes juifs du Yémen,
Eh bien, je les ai rencontrés et je les ai entendus lire la Bible comme un vrai hébraïsant la lit, et c'était mon plus grand bonheur, surtout que j'ai rencontré des gens qui revenaient d'Israël et qui m'ont dit qu'Israël, il y a tout sauf du judaïsme. Play the groove. 5. It's 5. For sure, Jewish people is an invention. Shlomo Zahn would argue as well that French people are an invention. The German people are an invention, and it is not a secret. The Jews were inventing themselves as a nation in the light of other people. The difference between Jews as a people and other nations is that they for many years managed to celebrate the symptoms of this invention on the expense of other people. And this is the problem. The fact that I one day invented myself as a saxophonist, and I managed even to convince quite a few promoters and other musicians that I'm a saxophonist, and I made it into a career. I don't do it on the expense of anyone else. You want to come to listen to Gilad? Salam alaikum. You don't want? No problem. But the Jewish people invented themselves as a nation and went and consciously took the land of another people. And Bernard Henri Lévy is proud of the fact that of the fact that, as you said, he liberated the Libyan as a Jew. You know, so again, he celebrates his invented symptoms on the expense of a lot of people. Vous rappelez d'ailleurs au long du livre que c'est comme juif que vous avez fait ce voyage en Libye. Ah oui. Ces voyages, cette saison en Libye, c'est comme français, comme écrivain et comme juif. Et quand je suis sur la place de Benghazi, je leur parle. Et je leur dis que je suis là comme... Ils me prennent tous pour l'ambassadeur de Sarkozy. Je leur dis, je suis pas ambassadeur, je suis même pas sarkozyste, je suis français et juif. Fils d'Israël. Vous représentez des tribus, moi je suis aussi le représentant d'une vieille tribu. Ouais. Le fils d'une des plus anciennes tribus du monde. Alors, la tribu d'Israël. Et les types, mon cher Shlomo, m'applaudissent à ce moment-là. Monsieur Lévy, vous avez eu une grande influence politique dans la décision que la France lance une intervention militaire en Libye. Si vous regardez comme les choses ont évolué, est-ce que vous pensez que cette intervention militaire était encore la bonne décision pour résoudre le conflit? J'ai un seul regret aujourd'hui, c'est pas d'avoir fait ce que j'ai fait pour Benghazi, c'est que personne ne le fasse pour Homs, que personne ne le fasse pour Deraa, que personne ne le fasse pour les villes syriennes massacrées. Le nom de Benghazi aujourd'hui, c'est Homs. Bernard-Henri Lévy, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Dernière question, on sait que vous êtes très attaché à l'État d'Israël, à sa survie, à son existence et à sa vie dans la paix. Est-ce que ces bouleversements dans les révolutions arabes, et notamment en Libye, ne menacent pas la stabilité de l'État d'Israël? Attendez, je suis plus que très attaché, je suis inconditionnellement attaché à Israël. Je suis un ami inconditionnel d'Israël. Et c'est à ce titre que je vous dis qu'au contraire, ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. I want to understand what Bernard Henri Lévy means by saying I'm proud as a Jew. This is my right. It's not my right. This is a necessity because we are killing more and more people in the name of this interventionist ideology. So Olivia Zamor, who I regard as a friend, by the way, thought that this book is not about Palestine, it's about Jewishness, and she is right. But I argue that Jewishness is the real problem, and this problem is much
larger, much broader than mere Palestine. If Israel or America or France or Britain would attack Iran tomorrow in order to save the Jewish state, this war can escalate into a nuclear conflict, and this would mean that a few weeks later there will be a very big radioactive cloud over Paris. J'étais très impressionné par le développement de sa pensée sur le tribalisme. Voilà. Et ça m'a créé d'ailleurs quelques ennuis avec certains, par exemple l'Union des Juifs pour la paix, Dominique Vidal, qui pense le contraire, enfin qui pense que Gilad Atzmon dérive vers l'antisémitisme. Bon, moi je ne suis pas du tout d'accord. Donc l'idée du tribalisme a été très intéressante. Pour moi c'était vraiment une découverte, enfin la manière dont il l'avait exposé, développé, etc. Mais par contre, moi j'émets quelques réserves sur sa pensée, sur les juifs qui restent juifs tout en étant sionistes et qui, comment dire, maintiendraient une idée du suprémacisme. En fait, lui, ce qu'il voudrait, c'est que les juifs antisionistes ou critiques, il leur reproche de rester juifs. Bon, et moi, je m'élève contre cette prétention. Ne serait-ce que sur le plan personnel, moi je me considère comme un juif. Je suis né juif, j'ai été élevé comme un juif. Et dans une famille très traditionnelle, donc j'ai eu une culture juive très développée. Et je ne vois pas, je suis antisioniste, je ne participe pas au tribalisme, loin de là. Et je ne vois pas, ni comment d'ailleurs, abandonner mon identité juive. Je l'ai, c'est pas comme une chemise qu'on change. Et puis en même temps aussi l'autre critique que j'émettrais contre cette idée de Gilad Atzmon, c'est qu'il met tout le monde dans le même panier. We are aware of the Torah Jews, Neturei Karta, who are Orthodox Jews, who are operating as anti-Zionists, and I don't have any criticism of them. They basically say, we are Orthodox Jews, we follow the Torah, and we do believe that what Israel is doing is against everything we are believing in. I understand it. They said, this is our Torah, and Israeli actions is totally against it. However, left Jews are supposed to be atheists. They are not religious. So when they say, we operate as Jews, or in the name of our Jewish culture, what do they speak about? What is Jewish culture? In Jewish culture, and I looked into it, obviously, there is no any tradition of peace activism. They're operating basically in a racially oriented cell. I can probably join the Jewish pro-Palestinian cell because I'm circumcised by a rabbi. But you can't. Why? Because you're not racially qualified. So is this the message to the Palestinians that there is another racially oriented cell that is operating for them? I don't think so. If they want to operate as Jews, I really want to understand what is the ideology and the spirit that they are promoting. Because as far as I'm aware, there is no humanist text or a body of humanist texts that are recognized as Jewish humanism. There are a lot of Jewish humanists, but they were universalists. Marx didn't operate as a Jew. He operated as a humanist who happened to be of Jewish origin. There is no culture
of Jewish humanism. And when they are telling us that they are do what they do in the name of Jewish spirit, being secular, it is not clear what. They are bluffing, they are spinning, they are lying to us. I don't like it. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette période de crise aggravée, le système qui achetait avant des gens d'une certaine qualité intellectuelle comme Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre est l'exemple parfait du collabo du système, de cette gauche la plus intelligente du monde, qui a vraiment fait le sale travail à partir des années 35 et après-guerre. Hein. Je pense que sans Jean-Paul Sartre, il n'y aurait pas eu Bernard-Henri Lévy. Hein. C'est l'origine de tout ça. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on ne coopte plus des normaliens et des gens qui ont une œuvre, mais le fond du panier humain, quoi, je veux dire, c'est-à-dire des Philippe Val, des Caroline Forest, ce qui veut bien dire qu'on est dans une période de crise aggravée, parce que le système qui est tout puissant en termes d'argent n'arrive à recruter comme capot que des gens d'une grande médiocrité intellectuelle, humaine, c'est une évidence, quoi. Caroline Forest, Bernard-Henri Lévy, Philippe Val, plus toute la clique de ce qui est devenu Libé, ce qui est devenu Charlie Hebdo, journal néo-conservateur dont le travail principal est de pousser à la violence contre le petit peuple musulman de France. C'est quand même incroyable comme retournement. Voilà, on en est là aujourd'hui, ce qui veut bien dire que on est dans une période je dirais je sais pas comment on dit, de kairos, c'est-à-dire proche de l'éclatement, où les choses se voient parce qu'elles sont très radicales. Avec, au bout du bout, n'oublions pas, parce que c'est récent, la démission du pape. Ce qui veut bien dire que le trône de Pierre est vacant. C'est un symbole très très fort. Si on parle aujourd'hui de cette domination sioniste sur le monde, qui est une domination judéo-sioniste, c'est que le pape démissionne. C'est-à-dire qu'il ne peut plus faire son travail, il le reconnaît, et finalement il laisse le trône de Pierre vacant. C'est-à-dire qu'on est on donne raison aux CD vacantistes. C'est-à-dire que c'est effectivement ce qu'on appelle la destruction du 4e Empire qui arrive à son terme, c'est-à-dire l'effondrement, la mise à mort de Rome, c'est-à-dire de l'Occident helléno-chrétien et du catholicisme. Hein. Quand apparaît cette idéologie d'un peuple élu et du reste du monde qui est une sous-humanité, c'est là que se structurent progressivement des stratégies pour assurer cette domination. Et puis alors tout un tas de fantasmes un peu ridicules, hein, où on nous explique pourquoi on cherche à justifier l'injustifiable, cette division de l'humanité en deux catégories. Hein? Pourquoi certains ont des privilèges et que les autres doivent être soumis. J'étais très surpris d'étudier là ce qu'ils avaient appelé le sommet de Jérusalem, où il y a quelques années, tous les néoconservateurs et des États-Unis, les grands dirigeants israéliens de tous partis confondus, tout ça, avaient fait une réunion politique, et évidemment pour justifier qu'il fallait leur donner de nouveaux moyens militaires et tout ça. Mais des gens très sérieux, des personnalités importantes, pas des imbéciles, avaient développé l'idée qu'il est très important qu'il y ait la paix à Jérusalem, et la paix telle qu'ils l'entendent, c'est-à-dire qu'on ait mis tous les Palestiniens à la porte, qu'on ait récupéré Jérusalem-Est, que Jérusalem devienne la capitale de l'État d'Israël, que celui-ci puisse s'étendre, etc., etc. Donc c'était très important qu'on fasse ça, parce qu'il n'y aura jamais la paix dans le monde s'il n'y a pas la paix à cet endroit-là, tel que nous définissons la paix. Donc c'est une sorte de pensée magique. Si on accède à nos revendications à cet endroit-là, alors il y aura la paix sur le monde. Mais si nous, peuple supérieur, nous ne réalisons pas nos revendications, alors le reste du monde est voué au chaos et à la guerre et à la misère. Avec ce développement de la puissance militaire est venu ce rêve quasiment messianique, parce que
les Juifs redécouvrent aujourd'hui, c'est assez étonnant de constater, enfin pour ceux qui suivent l'actualité juive ou israélienne, à quel point le Messie est devenu quelque chose de très important, de très actuel. La plupart des Juifs attendent le Messie, réellement le Messie. Et ce n'est plus le Messie comme... c'est plus exactement le Messie comme dans la Bible, ou comme dans la tradition plutôt, parce que la Bible n'en parle pas, mais dans la tradition orale. Mais c'est une espèce de place centrale d'Israël dans le monde, et d'ailleurs on parle de Jérusalem comme capitale mondiale. Ça fait partie du projet eschatologique, c'est-à-dire de faire de Jérusalem une ville internationale, mais évidemment dominée par Israël, enfin dominée par les Juifs, par le sionisme, mais qui serait reconnue comme telle, c'est-à-dire une espèce de capitale spirituelle. Et beaucoup parlent aussi d'Israël comme une nation qui éclaire le monde, comme une nation à laquelle le monde, les autres pays apportent leur contribution, et comme les rois mages s'inclinent devant cette création divine. Et je vous assure que beaucoup d'Israéliens y pensent et y croient, et même les laïcs. Dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville, et il arrivera soit pour faire la paix, soit quand la paix soit faite. Donc, véritablement, il y a une dimension, en quelque sorte, utopiste, messianique ou utopiste, de Jérusalem comme lieu de la paix. En fait, les espoirs de paix dans cette région sont liés à ce qui se passera à Jérusalem même. On a souvent dit, par exemple, que le Liban serait le deuxième pays après l'Égypte à faire la paix. Pas jamais le premier. En fait, on se rend bien compte que le Liban sera le dernier pays à faire la paix. Et bien là, de la même façon, je pense que Jérusalem sera le dernier problème résolu. Parce que personne n'a intérêt à céder, ni les Palestiniens qui ne reconnaîtront pas l'indivisibilité israélienne, ni les Israéliens qui n'accepteront pas. Donc je pense que le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Mais voilà, il faut toujours cimenter ce qui est un projet politique par une manipulation des religions. Et après, il faut rentrer dans la destruction précise des peuples que l'on domine, en les privant de leur culture, en les privant de leurs valeurs, et donc ce qui à la fin les empêche de résister. Le but c'est pas comment dire, la destruction de ces cultures n'est pas un but en soi, c'est un moyen pour la domination. Le sionisme, disons, c'est l'expression d'une domination par un groupe. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui doit dominer la planète. Maintenant, ce groupe infiltre des religions, infiltre des idéologies. Là, visiblement, la religion qui est infiltrée par ces personnes, et je distingue bien le judaïsme de leur programme, ils ont infiltré le judaïsme, comme ils sont en train d'infiltrer l'islam, parce qu'aujourd'hui, certaines pratiques ou certains groupes religieux musulmans, par exemple que je qualifierais de wahhabites, vont exactement dans le sens des sionistes qui ont infiltré le judaïsme. Comme ils vont dans le même sens que des sionistes qui ont infiltré le christianisme à travers de certains mouvements sionistes évangéliques. Donc il y a un projet en commun qu'ils tentent de mettre en place en infiltrant les différents groupes qui, au départ, ont des
des objectifs tout à fait louables. Les religions en tant que telles, normalement, appellent à l'amour, appellent à la cohésion, appellent à la justice. Alors il faut toujours infiltrer ce qui est noble et puis le détourner de son objectif, de ses objectifs. It's a tragedy. It's because the Jewish people have been living hundreds and hundreds of years in Muslim communities, enjoying the hospitality, the safe haven of Muslim and Arab countries. And in Palestine, we've been living together for hundreds and hundreds of years without any problems, harmonic coexistence, babysitting each other's children. And the only time that this rift developed, that this mistrust and the endless river of bloodshed happened is since the advent of Zionism, which is around 100 years ago. And to explain away all these problems as being because of anti-Semitic, because of religious reasons, is a terrible injustice. So we want to correct this, and we hope that the new generation of media will tackle this problem. And if they correct that, then there could be repercussions in the future, ripple effect, that there could be peace with God's help, both in the Holy Land, Palestine, Middle East, and around the world. يحيى بركات مخرج سينمائي فلسطيني. حاليا أنا برأس جماعة السينما الفلسطينية، وبنفس الوقت أنا مستشار لهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني. أيضا بدرس بجامعة القدس مواد عملية تصوير وفيلم وثائقي. أيضا يعني بنشوف بأنه في بداية بناء دولة إسرائيل الحركة الصهيونية افتعلت كثير من التفجيرات على سبيل المثال في مصر من أجل أن تدفع الشعب المصري والحكومة المصرية في ذلك الأوان لمهاجمة اليهود الموجودين أو لسجن بعض اليهود أو لاعتقال بعض اليهود من أجل أنهم يدفعوا أيضا اليهود الموجودين في مصر للهجرة لفلسطين. وهذا أيضا تكرر في أكثر من بلد عربي كان موجود فيه يهود، وكانوا اليهود عايشين بشكل كثير مسالم، وكانوا جزء من نسيج المجتمع في مصر أو نسيج المجتمع في ليبيا أو في اليمن أو في العراق. إلا أنهم الحركة الصهيونية افتعلت كثير من التفجيرات والقضايا اللي جعلت من هذه الأنظمة إنها تمارس نوع من أنواع الاضطهاد على اليهود، وهذا ساهم بأنه اليهود يغادروا هذه البلدان باتجاه فلسطين. Personnellement, je considère, comme ça, quand j'y pense, que j'ai un compte personnel avec l'État d'Israël. C'est-à-dire, en tant que juif marocain, je considère que la communauté juive marocaine, qui était forte de 400 000 personnes dans les années 50, et qui était riche sur le plan de l'artisanat, de la musique, les plus grands chanteurs à l'époque étaient des juifs. Il y avait toutes sortes de monde. Et les sionistes ont cassé, ont brisé cette communauté. Ils l'ont pour leur propre, pour les emmener dans le désert, pour en faire de la chair à canon, etc. Ou du lumpen prolétariat. Et quand je pense à ça, et je pense à ma famille qui vit plus ou moins enfin, je veux dire que c'est jamais réellement... Bon, les enfants s'intègrent, c'est obligé. Mais eux, ils sont assis entre deux chaises. Et je pense à ce massacre, à ce crime historique qu'ils ont commis. Et ils l'ont fait dans tous les pays arabes. Et ça, je pense que c'est une dimension qui n'est pas réellement politique, mais qui est personnelle, communautaire, et ça me touche énormément. C'est un élément, c'est une dimension que lorsque j'y pense,
me fait énormément mal au cœur. In the American Jewish community, for many, many years, Zionism was a very minority current. Until after World War II, I would say most Jews were not Zionists. Many Jews were living in Eastern Europe in a culture that went back hundreds of years. They weren't interested in moving to Israel particularly, or being part of Israel. But since the end of World War II, this movement to try to get more American Jews to go to Israel, to see Israel as the homeland of all Jews, to get people to give money to Israel or defend Israel, has been underway, since 60 years now. And it's had a big effect, largely because as information came out about what happened in World War II, as people understood that millions of people were killed, there was a feeling of insecurity and of fear, and that this could happen again. And, Israel positioned itself as the defender of the Jews. Ironically, one of the very first things that Israel did was to destroy the Jewish language. They destroyed Yiddish as the main language of Eastern European Jews. Didn't want it in Israel. They wanted Hebrew. They wanted a more macho society built around the idea of a Sabra, a person who was born in Israel, a kind of a Sparta idea, that Israel would be, this center of defense of Jewish people worldwide, and that all Jews essentially are Zionists. So if you criticize the leadership of Israel as a Jew, you can't be called anti-Semitic, but you can be called self-hating. You're a self-hating Jew if you don't accept the Israeli government. Yeah, I'm not just a self-hater. I'm a proud self-hater, and what this means is that I try to understand what is it in me which I don't like, and to try to transform this knowledge into a general knowledge, so you can understand it, and also Jewish people may be able to grasp what I'm talking about. And by the way, I'm happy to say that I can see now that some Jewish people do understand what I'm talking about. I'm pretty sure that Zionists understand what I'm talking about. To their Judaism only by means of the State of Israel. Of course, the subject should not even be discussed, because it questions whether, in fact, like the protagonists of my book, that provokes remarkable hostility. I'm here today to defend Judaism and to oppose the Zionist state. That is the root cause of all the bloodshed and suffering. It's not what Jews want to hope for. They've just hijacked, as we said, and stolen the name of Jews, the Star of David, to be able to legitimize this base, evil, flawed political movement of making a state, and in order to gain support from the world, whether it's the masses of Jews who are ignorant of the Torah, or whether it's evangelistic Christians. So they wave the Bible and say, see, God gave us this land. They wave the Bible as a deed to the right to the land, and then they point to the Palestinian people and they say, oh, the reason that they don't support us is because they're anti-Semitic. So even in that, beside the big lie that it's godly given to them now, is the double lie to say that the Palestinian people are opposed to it because they're anti-Semitic, when they simply want the rights to the land. Cet concept moderne de patrie n'a pas existé dans le judaïsme, c'est seulement invention du sionisme. Et d'ailleurs, plutôt, ça manque un peu dans mon premier livre, c'est invention des chrétiens. Surtout les protestants, et dans les protestants du courant puritain et évangéliste. C'est-à-dire l'idée que cette terre doit accueillir les juifs, cette terre va être une patrie des juifs, c'est une idée chrétienne moderne et pas juif du tout. Les juifs ne voulaient pas émigrer, ils n'ont pas émigré de Milan parce que c'était une terre sainte pour eux, pas une patrie, et même pas, et ça c'est important de souligner, pays de refuge.
Parce que vivre pour un vrai juif sur cette terre, c'est beaucoup plus compliqué et douloureux que vivre en Pologne, vivre à Paris, etc. Parce que cette terre sainte, on ne peut pas les salir, on ne peut pas vraiment faire l'amour, par exemple, sur la terre sainte. Je vous assure que c'est dû être dans l'imaginaire juif assez compliqué. Le sionisme que nous connaissons aujourd'hui est la résultante d'une construction qui s'est faite sur 3 siècles. Donc, au début, il n'y avait que certains éléments de ce que nous avons maintenant. Progressivement, ils ont ajouté de nouveaux éléments, faire quelque chose de tout à fait cohérent, qui leur donne un certain nombre d'instruments pour ce projet de domination qui existe depuis le départ. Alors, j'ai fait un travail historique pour montrer que ça part de Cromwell, des Anglais, d'une secte particulière en Angleterre, et que l'idée prévoit tout de suite d'inclure la diaspora juive dans ce projet, mais qu'elle ne s'y inclut que progressivement et sous certaines conditions. بالأساس اللي ربط هاي المجموعة وشكلها هو المال. اللي بيسيطر على المال بيسيطر على العالم، ومن هذا المنطلق هم من بدأوا، وما بدأوش من أيام هرتزل، لا، الحركة الصهيونية بدأت من القرن بالضبط 17، وحتى في إلها جذور أقدم من ذلك، لأنه الحركة الصهيونية إجت نوع من أنواع المكمل للحركة الماسونية اللي بيعتبروها بأنها بدأت من أيام النبي سليمان، اللي هي حركة البنائين بسموها. وكيف بأنه هاي المجموعة كان بيناتهم رابط وكان بيناتهم إشارات تجمعهم من أجل بأنهم يسيطروا على العالم، لأنه اعتبروا أنه مفهوم البنائين اللي هم من عندهم قدرات هندسية، أنه هذا الرابط ممكن يخليهم هم من النخبة. ومن هون يعني الحركة الماسونية امتدت وتوزعت في كل العالم. فالحركة الصهيونية هي امتداد للماسونية، وأساس وجذر مفهومها المال، ومن خلال المال كيف يمكن أن تسيطر على السياسة وعلى الاقتصاد وعلى المجتمع. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. Y a-t-il un lien entre le sionisme et la franc-maçonnerie? Je ne crois pas qu'il y ait de lien en soi. Maintenant, la franc-maçonnerie, c'est la franc-maçonnerie, c'est une structure qui est à la fois porteuse d'une certaine idéologie et en même temps qui a une caractéristique de clandestinité qui rend possible des usages très très différents de cette structure. Donc selon les époques, ça a certainement représenté des choses assez différentes, selon les pays aussi. En plus, tout ça a pris des formes multiples, toutes sortes de loges. Donc, premièrement, tout jugement d'ensemble là-dedans me paraît
excessif. Ensuite, dans la franc-maçonnerie, il y a des symboles qui sont utilisés par l'ensemble des loges, qui sont des symboles d'origine juive, alors plus ou moins reliés à la Bible, mais pas nécessairement. Et il y a évidemment quelque chose de très troublant dans l'usage du mythe de Hiram, l'architecte du temple de Salomon, et le fait que les francs-maçons se proclament ceux qui sont en train de reconstruire le temple de Salomon. Bon, peut-être que ça a des sens très différents pour les gens, hein. Il y a des gens, c'est peut-être quelque chose purement symbolique, on va reconstruire le lieu de l'adoration et de la connaissance. Mais il est assez évident que au XXIe siècle, et quand on sait tout ce qui s'est placé sur l'esplanade des mosquées, tout ce qui tourne autour de cette idée de la reconstruction matérielle du temple de Salomon, l'usage de ces symboles est quelque peu problématique. Installé depuis des années en Israël, ce couple d'Américains travaille à la fabrication manuelle de l'instrument des rois. Ils viennent de recevoir une commande de l'Institut du Temple de Jérusalem pour la fabrication d'une pièce identique à celle qu'utilisait le roi David. Cette commande appartient à un projet d'envergure mis sur pied par l'Institut qui collecte tous les éléments qui appartenaient au temple en vue de sa reconstruction. Le troisième temple, qui sera un lieu de prière pour toutes les nations, sera élevé très bientôt et nous préparons ici les éléments dans leur dimension originale, leurs matériaux originaux, comme ils sont décrits dans le livre. Many remain skeptical over the funds invested in the future reconstruction of the temple and if it will bring true peace. Well, you know, a lot of people will try anything for peace, and John Lennon said, all we're saying is give peace a chance. And so why not try the one thing that God himself promised? You know, we're called a kingdom of priests and a holy people, the chosen people. Now, not everyone is comfortable with that appellation. I woke up one morning and there it was. I didn't fill out a form. It doesn't mean that we're the best pediatricians and Wall Street brokers and film producers. We happen to be that also, but that might be a coincidence. But what it really means is that God has chosen the Jewish people to be the vehicle throughout the saga of human history wherein he proclaims to the whole world that he exists. And you know what? When you look at a Jew in the world today, there's no other explanation for the fact that we're here except that there's a God in the world. Comment ça fonctionne ce système? Votre livre décrit les rapports entre la franc-maçonnerie, le sionisme et le gouvernement mondial. Bon, oui. Tout d'abord décrit dans mon livre Le Nouvel Ordre Mondial sur la maçonnerie, pas du point de vue, disons, historique, de logique, comment fonctionne le fonctionnement, mais plutôt son commencement. Parce que la maçonnerie, ça prend son nom d'une profession qui était une profession noble au Moyen Âge. Les maçons en français ou mason en anglais, ça veut dire un constructeur, non? Les personnes qui ont construit la plupart des grandes cathédrales à l'ouest. Alors, mais il y a à partir d'un moment, 1650, ça a devenu différent. Et l'origine a été en Angleterre quand Lord Cromwell a pris la décision d'éliminer son roi. Pour là, il avait besoin des armées. Et pour avoir ces armées, il a emprunté d'argent des juifs banquiers hollandais qui lui ont donné l'argent, il a gagné, tout ça, et alors il a invité ces juifs banquiers hollandais à s'installer en Angleterre. I think what's interesting about Cromwell is once again the Venetian influence. Cromwell is somebody who comes from East Anglia. It's a part of England where the Venetian influence was strong, and we find people in Cromwell's personal entourage who are
Venetian origin or strong Venetian connections. I think Sir Horatio Pallavicini can be considered one of these. Cromwell, in my view, acts as a Venetian puppet. Now, it's also true. He brings in, I think it's Ben Manasseh. He allows Jews to return to England for after a period of several centuries when they were not there. But Cromwell is the founder of the British Empire in the sense that his genocides in Ireland are one side of it. He's also the creator of the English Mediterranean Squadron, keeping English warships in the Mediterranean permanently. That's really where the empire begins. He does it under Venetian influence. Il se trouve que dans la secte restaurationniste dont faisait partie Cromwell et dans certains courants à l'intérieur du judaïsme, il y a des points communs très forts qui ont fait que ces gens-là ils pouvaient bien s'entendre et qui pouvaient concevoir un système où il y a des gens qui sont des élus et puis les autres qui sont rien et qu'on peut exploiter sans avoir de mauvaise conscience, puisqu'ils sont rien, ils sont des sous-hommes, quoi. Et certainement on n'a pas assez travaillé pour comprendre comment ces idéologies ont pu se mêler, se structurer. Et il faut savoir que ce que Cromwell a lancé, ça a donné donc les orangistes en Irlande, ça a donné les afrikaners en Afrique du Sud, et ça a donné le Mayflower et la construction des Amériques, l'extermination des Indiens d'une part, et enfin l'État d'Israël d'autre part. Mais ça a eu plusieurs branches, tout ça. Et il y a une absolue logique à tout ça. C'est absolument la même idéologie. Donc on voit en réalité que, si on comprend bien, l'avènement au XXe siècle d'Israël est lié totalement, mais ça c'est un voile de vérité qu'on déchire quand on lit notamment Douglas Reed, la controverse de Sion, c'est qu'en réalité, ce fait incroyable que 2000 ans après pratiquement la destruction du Second Temple, Israël, qui était un projet biblique, se réalise concrètement dans l'histoire européenne en réalité, parce que c'est une histoire européenne, a beaucoup à voir avec l'épopée bancaire qui renvoie à l'épopée Rothschild. En réalité, pour résumer, et là c'est un peu violent mais c'est pas grave, ça demande des années de travail pour comprendre ça, l'État d'Israël aujourd'hui, quand on creuse et qu'on passe par, qu'on regarde ce qu'il y a derrière Herzl et qu'on trouve Shem Weizmann et qu'on regarde qui y a derrière Shem Weizmann, et la vitrine à la fois de l'arrogance et du pouvoir mondial des Rothschild. C'est-à-dire que la toute-puissance de la banque, on va dire judéo-protestante, mais dont le noyau dur est juive, a permis à un moment donné au XXe siècle de s'offrir par l'argent des Rothschild quelque chose qui avait été promis par Dieu, mais que Dieu ne donnait pas pour des raisons théologiques, et qui est l'État d'Israël. And more than that, in the Torah it's very clear to a Jew that our expulsion from the Holy Land with the destruction of the temple was a decree of God because of our spiritual lacking, not because of our physical lacking. In other words, it was a decree of God, and it wouldn't have helped us. All the king's horses and king's men, all the strength possible could not have saved us from this decree of God. And therefore the solution, the remedy is not to take strength and to cry physically return, because that would not be the solution to a spiritual problem. On the contrary, we were warned by God that if we will attempt to breach the oath of God, that God put us on the 3 oaths, since the destruction of the temple, not to return in mass in large numbers. Secondly, this is oaths through King Solomon, a prophecy of King Solomon, not to return in mass, not to rebel against any nations, or not to attempt to end exile. So
by attempting to breach all these oaths, by going back en masse, creating a state, fighting the nations, and explaining to the world that it's our beginning of redemption, they're breaching all these oaths, and we were warned by God that it will bring catastrophic results for the Jewish people because it's fighting God's hand, it's going against God. Quel est le mode opératoire du sionisme tel que tu l'as redéfini, c'est-à-dire pas seulement une idéologie nationaliste, mais une idéologie de domination. Quel est son mode opératoire? C'est pas du tout une idéologie nationaliste. Une illusion, ça. Les sionistes, ils viennent de créer une nation israélienne, tout ça, bon, d'accord. Si demain, ils n'en ont pas besoin, ils la laisseront tomber, ils refont autre chose ailleurs. Il n'y a aucun nationalisme dans le sionisme. C'est une idée élitiste qui n'a aucun égard pour les nations, aucun. La création du sionisme le sionisme en tant que tel n'est pas forcément lié à l'État d'Israël. Ce nom sioniste, effectivement, est lié à l'État d'Israël, mais l'idéologie et la domination que ça représente est beaucoup plus ancienne. Aujourd'hui, son expression est le sionisme. Et la domination a toujours besoin d'un territoire, à partir duquel un territoire, disons, qui est un peu hors la loi. Un peu hors la loi, un peu hors de la logique de cohésion qu'il peut y avoir entre les hommes. La domination a besoin d'un îlot à partir duquel il va pouvoir gérer et pouvoir toujours se replier et espérer se replier en cas de problème. Israël a été créé en ce sens-là, sauf que cette fois-ci, on a réussi à joindre une idéologie de domination avec une religion, en exploitant et en infiltrant une religion, parce que les premiers endroits auxquels avaient pensé les sionistes étaient par exemple l'Ouganda. Et l'Ouganda ne répond pas forcément à une logique religieuse de rétablissement du peuple d'Israël sur sa terre, sa première terre. Non. Sauf qu'après la Seconde Guerre mondiale, même avant, parce que la déclaration Balfour et même bien avant, on avait déjà cette idée d'utiliser cette motivation religieuse pour amener les Juifs à adhérer à ce projet. L'idée principale, c'est que les Britanniques voulaient dominer le monde et savaient qu'ils ne pouvaient pas y arriver tout seuls. Ils avaient besoin de têtes de pont. Ces têtes de pont allaient leur être données par la diaspora juive. Ils avaient aussi besoin d'une sorte d'île des pirates, un endroit où il n'y aurait pas de loi, mais qui serait un État et qui permettrait donc de faire un certain nombre de mauvais coups sans que l'Angleterre soit responsable. Donc au lieu de l'île dans les Caraïbes, là, c'est ce qui va devenir l'État d'Israël. C'est un endroit où il n'y a pas de loi, on fait ce qu'on veut, et on a une réserve militaire et un système financier qui permettent de faire d'étendre cette puissance britannique. Zionists and Israelis
Israeli leadership, realized at a certain stage that actually it is far more clever to leave the diaspora Jews exactly where they are. Try to think about a guy like Wolfowitz. You know, you take him to Israel, but are you going to put him in a tank? You know, it's not in an airplane. No. In America, it's quite useful. He designed the American neoconservative philosophy that is there to serve Zionist interests. Emmanuel Ram, he was in the Israeli army for a few months or whatever. But in America, he was the chief of staff of the White House. Much more useful. The same applies to Lord Levi. What are we going to do with Lord Levi in Israel? In Britain, he funds the Labour government. At the time, this government launches a criminal war for Israel. Beautiful. Or actually not beautiful at all. What happened at 9/11 is we didn't have a strategy, we didn't have bipartisan agreement, we didn't have American understanding of it, and we had instead a policy coup in this country. A coup. A policy coup. Some hard-nosed people took over the direction of American policy, and they never bothered to inform the rest of us. I went through the Pentagon 10 days after 9/11. I couldn't stay away from Mother Army. I went downstairs, I was leaving the Pentagon, and an officer from the Joint Staff called me into his office and said, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know. He said, I said, well, did they tie Saddam to 9/11? He said, no. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later. I saw the same officer. I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir. He says, it's worse than that. He said, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office that says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. This country was taken over by a group of people with a policy coup. Wolfowitz and Cheney and Rumsfeld, and you could name a half-dozen other collaborators from the Project for a New American Century. They wanted us to destabilize the Middle East, turn it upside down, make it under our control. Alors, les Sayanim, j'ai consacré un livre aux Sayanim, Le Printemps des Sayanim, qui sont ces dizaines de milliers de juifs sionistes répartis dans toutes les sociétés occidentales, partout dans le monde, dans tous les secteurs d'activité, dans les médias, dans l'économie, dans la politique, à très haut niveau, à tous les niveaux, à très bon niveau, et surtout dans les médias aussi, à Hollywood, ils sont plusieurs milliers. Et donc tout ce corps des Sayanim, qui sont dirigés par le Mossad, ils sont dirigés par un département particulier, le département de la propagande, la guerre de propagande, et qui, comment dire, mettent du lion, introduisent une espèce d'homogénéité de la politique de l'oligarchie dans ce domaine. C'est-à-dire que, par exemple, ils peuvent lancer des campagnes pour interdire le Hamas, ou pour Gilad Shalit, ou pour mener une guerre contre la Syrie, enfin, ou contre l'Irak. Et donc, tous ces Sayanim introduisent, développent une pratique, une homogénéisation des politiques américaines, françaises, etc., et qui permettent justement de créer ce lien très serré entre le sionisme, entre Israël et l'oligarchie, enfin, occidentale, c'est l'oligarchie. Et donc, par exemple, tous ces think tanks, par exemple, qui permettent comment dire, cette espèce d'imprégnation de l'idéologie sioniste,
cette imprégnation de pratiquement tous les tissus universitaires, médiatiques, économiques, culturels. Et c'est là où le sionisme joue un rôle essentiel dans cette oligarchie. اون لابی صهیونیستی هستش که تونسته در کشورهای قدرتمند غربی مسلط بشه و نذاره مدیران سیاسی و رؤسای جمهور و مجالس اون کشورها مستقل عمل کنن که خب یکیش در خود جریان آیپک هست در کاخ سفید و نظام حاکم بر آمریکا. شاید یک لابی قوی تر دیگه در خود فرانسه باشه که تونسته به هر حال کاری میکنه که فارغ از اینکه اصلا رئیس جمهور چه کسی هست اون رئیس جمهور موظف میشه و خود دولت فرانسه موظف میشه عملا با جریانات صهیونیستی هماهنگ بشه. خب قوانینی که اونجا حاکم میشه که اصلا نمیشه علیه صهیونیسم حرف زد، نمیشه در واقع با از نظر تحقیقاتی و دانشگاهی علیه ژنوساید و مثلا موضوعی به اسم قتل عام در آشویتس به تحقیق پرداخت و در اون تردید کرد و تشکیک کرد. به نظر میرسه که بله اون قدرت اصلی صهیونیست قدرتی است که در نظام حاکم بر آمریکا و بعضی از دول اروپایی بخصوص فرانسه تونسته مسلط بشه و بازار صنعت، بازار سرمایه و بازار طب رو عملا در اختیار خودشون قرار گرفتن و دارن به این شکل در دنیا مدیریت میکنن. Ce que je pense du sionisme, c'est tout simplement, je n'ai même pas à penser, je lis une étude américaine faite par deux grands universitaires, deux professeurs qui enseignent dans les universités les plus cotées en Amérique, Jewish Lobby, vous allez sur Google, et la conclusion de cette étude, c'est que Jewish Lobby en Amérique, AIPAC, ne défend pas les intérêts d'Amérique, il défend les intérêts d'Israël. Donc à partir de là, c'est pas moi qui le dis, ce sont des universitaires américains, ils sont pas musulmans, c'est des sociologues qui produisent un document. On peut pas faire de la science politique sans étudier les lobbies. En France, on dirait les groupes de pression, on n'ose pas dire lobby. J'ai utilisé une fois lobby, on m'a dit que tu es un antisémite. Et donc, en Amérique, il y a au moins cet avantage du First Amendment, c'est qu'on peut parler du Jewish Lobby. Chaque jour, ça figure dans New York Times, Washington Post. C'est c'est quelque chose d'identifié. Voilà, reconnu. Évidemment, c'est la place par laquelle doivent passer tous les candidats à la présidence. Ils doivent passer par là pour recevoir la bénédiction avant d'aller au Yad Vashem, voilà, pour d'ailleurs comme se faire couronner. C'est pour ça que même le président français va aller là-bas. Hein. J'ai lu ça tout récemment parce que, autrement dit, il n'y a pas à interpréter. Il faut juste voir. Pourquoi faut-il aller à Tel Aviv pour devenir président des États-Unis ou président de la France? C'est une question très simple. C'est que ils ont des moyens de vous faire élire, des moyens financiers, des moyens médiatiques. Within the last 3 decades, we see a serious transformation, a clear transformation, and actually we witness a very close affiliation between Israeli governments and the global Jewish lobby. In America it is called AIPAC, in Britain it is called CFI, and before we had LFI. In France we have CRIF, and basically in every influential country in the West we have devoted
Zionist Jews who spend a bit of money, not a lot, because Western politicians are not very expensive. They're definitely cheaper than tanks. They spend some of their money buying European, Western politicians and make them into Israeli Sabbath going. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, parce que je ne parle que pour moi, c'est que la lutte contre l'antisémitisme, je vous dis ça pour des raisons politiques, historiques, ma famille est profondément liée à Vladimir Yankelevitch, qui a écrit le plus beau livre qu'on puisse écrire sur l'imprescriptible et sur la Shoah. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Donc je ne viens pas ici pour recevoir des leçons de brevet de lutte contre l'antisémitisme. Ce soir, moi, j'avais le bureau politique de mon parti. Et Xavier Bertrand m'a dit, mais tu t'en vas. On parle des retraites, c'est important. Et je lui ai fait passer un papier en disant, pour moi, Israël, c'est plus important que les retraites. Tous les hommes politiques, à un moment donné, qui ont été antisionistes, quand ils ont continué à monter dans la hiérarchie politique, sous contrôle, on va dire, impérial, ont été obligés de se rallier au sionisme. Vous pouvez le vérifier de tous les hommes politiques, y compris José Bové, vous voyez ? Y compris, comment il s'appelle, le maire de Bègle, là, j'ai oublié son nom, Noël Mamère, tous, vous verrez que c'est... Et là, vous avez vraiment les rites de soumission, et ces rites de soumission montrent bien qui a le pouvoir et qui ne l'a pas, parce qu'en dernière instance, on se soumet à qui a le pouvoir, pas à qui ne l'a pas. Et donc vous voyez bien que le pouvoir est bien bancaire et sioniste, et quand vous dites qu'il est bancaire et sioniste, vous voyez bien que finalement le sionisme n'est jamais que la vitrine du pouvoir bancaire, ce qui veut bien dire que ce pouvoir bancaire n'est pas seulement la logique du capital et la dérive du capital, mais aussi une vision en dernière instance religieuse d'une élite, d'une élite qui en dernière instance a une vision théologique et téléologique, et qui renvoie beaucoup, comment dirais-je, à la vision prophétique et messianique de ce qu'on appelle les Lévites, et qui renvoie aussi à la passion du Christ et à ce que Jésus-Christ a bien montré du doigt, notamment tel que le raconte Matthieu dans les évangiles, quand il a chassé les marchands du temple, et qu'il a bien, comment dirais-je, séparé la vraie religion de la religion dévoyée, devenue mammonique et satanique, en montrant du doigt c'est ceux qui l'ont mis à mort, et qui continuent à le mettre à mort jour après jour, qui est le Sanhédrin. Et qui est le Sanhédrin d'aujourd'hui? C'est le CRIF. Et vous voyez bien qu'avec le CRIF, vous avez à la fois le pouvoir bancaire, le pouvoir sioniste, la diabolisation systématique par l'antisémitisme, et la soumission de toutes les élites françaises et de tous les corps constitués à cette puissance par le dîner du CRIF. And they have succeeded in order to promote their idea of forming and maintaining a state in Palestine. They've succeeded in infiltrating government circles in Europe and particularly in the United States, and to the extent that anybody who wants to succeed, particularly in the United States, anybody who wants to succeed in politics there has to be prepared to support the state of Israel. And they have built up, perhaps through financial influence, but they have built up a tremendous influential power in support of their cause. Mi chiamo Claudio Moffa e sono professore ordinario all'Università di Teramo di storia delle relazioni internazionali. Insegno anche storia del diritto internazionale. Inoltre ho fondato nel 2005-2006 il Master Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente, che tuttora coordino e dirigo. La svolta vera invece c'è stata quando è crollato il blocco sovietico. Si è creato uno squilibrio internazionale che ha permesso agli Stati Uniti e a Israele di praticamente fare quello che volevano. Ha prodotto ricordiamoci al proposito che la Russia post-sovietica in una prima fase era guidata da Yeltsin e quindi era completamente assente come punto di contrapposizione
sullo scenario internazionale. Del resto, una caratteristica fondamentale del ventennio che ci separa oggi dalla fine del blocco socialista è la crescita del potere di Israele, del potere delle sue lobby in molte parti del mondo. In Russia abbiamo la lobby della famiglia finanziaria di Yeltsin, con Berezovsky, Guzinski, Khodorkovsky, tutti magnati della finanza che si erano appropriati delle industrie di Stato e che poi però sono stati sconfitti da Putin. Negli Stati Uniti, come ci dicono Walter Meschemer, la lobby israeliana è diventata egemone non soltanto fra i democratici ma anche fra i repubblicani, e il controllo dei mass media, il ruolo dei mass media in un'epoca di globalizzazione anche dell'informazione ovviamente hanno prodotto il resto. I mass media negli Stati Uniti sono quasi tutti in mano appunto a diciamo direttori di origine ebraica, questo e legati sicuramente al sionismo. You know, I've lived in Hollywood for 25 years now. I've worked in the film industry for that long. And I've worked at the lowest and the highest levels of the industry. Hollywood by and large is a chaotic machine through which individual ideas come to expression through the use of pools of money that move around. The industry itself was founded largely by Jews leaving Russia. Many Jews came, and there are a lot of Jewish artists and thinkers, and Jewish traders, for example, who've developed sums of money, and they came to Hollywood because it was a way where they could express their ideas freely without fear of recrimination. And so there was a center of Jewish people that developed in Hollywood. But to say, for example, like some do, who don't know Hollywood, that Hollywood is controlled by Jews is inaccurate. Hollywood is controlled by corporations. And some Jews, some Jewish people, who may not be religious Jews, who may just be Jewish by birth, happen to be presidents, vice presidents, in control of some aspects of Hollywood movie making. Il y a eu, il y a quelques années, la publication de deux livres sur The Pentagon New Map. Donc c'est cette idée comme ça d'un monde organisé en un centre et des périphéries successives. Illustré au cinéma par des films de science-fiction où dans les périphéries successives, les hommes sont dégénérés. Souvent, ils ont été victimes de radiation atomique, etc. Ils sont tous... bon. Et donc, les gens bien sont au milieu. Et pour aller se nourrir, ils ont besoin d'aller chercher des matières premières dans cette périphérie. Ils vont devoir affronter ces hommes dégénérés. Et c'est tout à fait normal de les écraser, de les tuer. Ce ne sont pas vraiment une humanité. Bon, que l'Irak devienne un chaos général, c'est le problème des Irakiens, c'est pas notre problème à nous. De te dire qu'est-ce que c'est que les Irakiens, c'est jamais que des Arabes. Bon. Et en plus, ils sont musulmans, donc ça. Mais il y a des puits de pétrole. Et nous devons sécuriser ces puits de pétrole. Donc autour des puits de pétrole, il y a des installations militaires. Et puis le jour où le puits de pétrole est fermé, ben on s'en va, puis c'est tout. Les indigènes, les sauvages, ils restent dans leurs problèmes, ça ne nous regarde pas. C'est une vision impériale extrêmement nouvelle. Jusqu'alors, toujours les empires se préoccupaient de créer une stabilité là où ils étaient. L'Empire romain, quand il arrivait, il construisait des aqueducs, il amenait des thermes, il organisait, il développait les endroits où il s'installait. Tandis que le sionisme, l'endroit où il arrive, il ne développe rien. Il détruit, il pille, il s'en va.
jamais le sionisme n'a laissé derrière lui un grand monument. Jamais. C'est quelque chose sans aucune contrepartie. Et il n'y a pas de contrepartie parce qu'il y a un peuple élu et une sous-humanité. Donc, impérialo-sioniste, il y a de plus en plus de gens qui révisent l'analyse consistant à dire qu'Israël, c'est un instrument de l'Amérique. De plus en plus de gens se rendent compte que, en réalité, l'Amérique est... Obama ne peut rien dire contre. Il répète chaque fois que je ne sais pas qui garantit qui. Israel's security is sacrosanct. It is non-negotiable. And Jerusalem will remain the capital of Israel, and it must remain undivided. There's no country on earth that would tolerate missiles raining down on its citizens from outside its borders. So we are fully supportive of Israel's right to defend itself from missiles landing on people's homes and workplaces and potentially killing civilians. And we will continue to support Israel's right to defend itself. Let's talk about what the word terrorism really means. The definition is the systematic use of terror, often violent, especially as a means of coercion. So by that definition, is Israel not responsible for terrorizing Palestinians with house demolitions, unwarranted arrests, torture, checkpoints, psychological warfare, and detention? We continue to emphasize that America does not accept the legitimacy of continued Israeli settlements. The goal is clear. Two states living side by side in peace and security. A Jewish state of Israel with true security for all Israelis, and a viable, independent Palestinian state with contiguous territory that ends the occupation that began in 1967. So there should not be a shred of doubt by now. The chips are down. I have Israel's back. Aujourd'hui, on monte en pointe le lobby comme l'IPAC, etc. Mais si réellement l'intérêt américain, petit à petit, va dériver, ils trouveront toujours le moyen pas de se débarrasser d'Israël, pas encore, mais disons de lui tordre le bras et de le ramener à la raison. Et c'est là où ça va coincer, parce que c'est un pays qui a été habitué à vivre dangereusement et seul, comme il l'entendait jusqu'à présent. Et si on l'obligeait à se soumettre à, par exemple, à des résolutions internationales, à des solutions, là on risque d'avoir du grabuge. Et on ne récoltera, qui sème le vent récolte la tempête, c'est-à-dire on ne récoltera que le fruit de ce qu'on a semé. On a laissé ce pays faire ce qu'il veut, dans l'intérêt de l'Occident d'ailleurs. Mais à un moment donné, il va devenir gênant. Voilà. Their personal distrust of Barack Obama as an ally of Israel is a disgrace. Il y a eu beaucoup d'arguments ces dernières années sur qui dirige qui, Israël, les États-Unis. Merci. D'Israël ou des États-Unis. Que penses-tu de cette querelle universitaire? C'est un très faux problème. C'est complètement faux. Parce que simplement, la Grande-Bretagne, les États-Unis et Israël ne sont pas trois choses distinctes. Il y a tellement de choses communes à tout ça, ils se sont construits les uns avec les autres. Pour répondre à la question qui dirige des trois, il faudrait qu'on puisse séparer les trois.
Mais la vraie question, elle n'est pas là. Elle est que le sionisme, c'est un élément commun aux trois, mais ça n'est qu'un élément à l'intérieur des trois. C'est-à-dire que, en même temps, partout, il y a des éléments qui ne sont pas sionistes. Donc, le problème, c'est pas de savoir si le centre est à la City, à Wall Street ou à Tel Aviv, qui gouverne Détroit. Le problème, c'est de savoir à quel moment les sionistes sont eux-mêmes victorieux dans ces centres de décision. On a ouvert vraiment la porte de Pandore avec ce pays. Et comme il est doté d'ogives nucléaires, enfin centaines d'ogives nucléaires, il a 6 sous-marins nucléaires offerts par l'Allemagne pour compenser le génocide. Et donc qui peuvent se balader en Méditerranée, en mer Rouge, partout. Et donc ils peuvent faire peser une menace assez extraordinaire. On imagine la menace qu'ils peuvent faire peser même sur l'Amérique. Ils sont capables de tout. Voilà. Ces gens-là, aujourd'hui, sont capables de tout. Et ils deviennent hargneux. Ils sont vraiment, moi, quand on les écoute, quand on les entend, voilà, on ne peut rien leur dire. Voilà. Ils sont, comment dire, c'est l'enfant gâté à qui on a tout donné et qui ne peut rien accepter, aucune remarque. Je veux dire, il y a eu cette petite reconnaissance minable de la Palestine à l'ONU. Et ils ont réagi comme des... Voilà. Mais... Ils développent une paranoïa extraordinaire. Et c'est vraiment le sentiment de forteresse. Et tout le monde est contre nous, tout le monde est antisémite. Margaret Thatcher, vous savez comment le surnom qu'on lui donnait? L'antisémite. Margaret Thatcher, antisémite. Mais c'est ça, c'est-à-dire tout. Il faut voir ce qu'on dit, même François Hollande, même Sarkozy, il ne leur plaît pas à 100%. Il n'y a aucun dirigeant qui leur plaît à 100%. En fait, ce qu'ils voudraient, c'est quasiment quelqu'un qui dise amen à tout ce qu'ils font. In order to make the Palestinian solidarity into a vivid discourse, we should address the problem. The problem is not merely political, the problem is the Jewish state. We are dealing with the Jewish state. We are dealing with Jewish ideology. We are dealing with Jewish lobbies globally, all over the world. And then the Palestinians are just part of this conflict. As a matter of fact, they're just in the forefront, unfortunately. I'm very sorry for them. They are in the forefront of a very big battle. Et dans ce projet de domination, il y a un aspect qui est que pour dominer, il faut aussi diviser les hommes et leur enlever leur âme. Donc il y a vraiment une idée de destruction des cultures, des valeurs, qui sont différentes d'un endroit à l'autre, mais d'une déshumanisation extrêmement organisée et profonde des sociétés. De destruction des tissus sociaux. C'est le seul projet de domination qui est allé aussi loin. C'est un projet de domination dans lequel on considère toujours que les ennemis ne sont pas les États, les ennemis ne sont pas les gouvernements, les ennemis ce sont les peuples. C'est fondamental comme idée dans ce projet. Et ça a été écrit, hein, ça a été théorisé tout ça.
On aurait fait des théories de tout ça. Donc la résistance, elle passe aussi par la reconstruction des cultures, par la reconstruction des tissus sociaux. Et là, il ne faut absolument pas rentrer dans les impasses morales dans lesquelles on s'est mis, parce que en Europe, on a une vision morale de tout ça, de bien et de mal, de la faute à un tel, de la faute à machin. Le problème n'est pas de savoir qui a commis une erreur. Le problème n'est pas de savoir si c'est la faute des uns ou la faute des autres. Le problème, c'est essayons de nous élever au lieu de continuer à descendre. Voilà, c'est tout. Essayons de nous élever. Qu'est-ce qui nous amène vers en haut et qu'est-ce qui nous amène vers en bas? C'est tout. On doit uniquement regarder les choses comme ça. Vous travaillez pour quel chef? Je suis The movement also communicated through its own media. It didn't mistake it. This movement has also largely gone from an American war in As a consequence, Al Jazeera the whole movement was anti-Semitic. Thank you very much, and I hope we can continue the conversation.